Donc, bonjour à tous et merci d'être là pour ce café génial. Je ne sais même plus le combien c'est maintenant, hein, on commence à avoir pas mal d'expérience. Aujourd'hui, on va avoir des présentations autour de la sensibilisation à la biodiversité. Je pense que vous saviez tous, la semaine dernière, c'était la fête de la nature. Donc voilà, on s'est dit que ce mois-ci, ce serait intéressant de faire quelque chose sur cette thématique-là. Nous avons donc deux intervenantes, Émilie Varro du CPI du bassin de Thau, mais que je laisserai se présenter tout à l'heure plus en détail, qui nous fera une présentation autour des atlas de la biodiversité communale, et Camille Pléguer, donc du syndicat mixte du bassin de Thau, qui nous présentera un outil de sensibilisation à la biodiversité de son territoire. Donc, comme à notre habitude, pour ceux qui ont déjà fait des cafés gènes et donc pour les autres, donc je vous explique le principe. On va faire un petit tour d'écran assez rapide, une petite minute pour vous présenter rapidement, nous dire pourquoi vous souhaitez assister à ce café. Et en finissant, vous nous partagez 2 mots sur ce que vous inspire la sensibilisation à la biodiversité. On fera un petit nuage de mots donc, pour illustrer ensuite ce café. Donc, je me propose de vous faire, voilà, de faire tourner la parole, hein, puisque ce n'est pas forcément facile sur l'écran. Donc, Pauline, tu viens d'arriver, mais tu es la première donc, qui apparaît sur mon écran. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, nous partager 2 mots sur la sensibilisation de la biodiversité? Oui, bonjour. Donc, moi, je suis Pauline Boucroufa, je suis stagiaire au service environnement et biodiversité de la métropole de Montpellier. Donc, c'est pour ça qu'on m'a envoyée ici pour assister à cette présentation. Bienvenue. Merci. Et du coup, la sensibilisation à la biodiversité, je dirais la concertation et l'écoute, enfin, dans ce sens-là. Voilà. Bien, super, merci. Ensuite, Elsa? Bonjour. Donc moi je suis chargée de mission auprès d'une association de protection de l'environnement en Nouvelle-Aquitaine, mais comme je suis animatrice de site Natura 2000, dont un qui est à cheval sur l'Occitanie, c'est pour ça que je peux suivre vos cafés géniaux, absolument géniaux. Donc la sensibilisation sur les sites Natura 2000, je trouve que c'est essentiel pour présenter, voire justifier un peu nos actions et faire participer les acteurs du territoire. Donc, voilà, un petit peu ces 2 mots, justifier nos actions et la participation active, surtout toutes nos actions sur ces territoires-là. Super, merci Elsa. Léonie? Oui, bonjour, moi c'est Léonie, du coup je travaille au Parc des Causses du Quercy en tant qu'animatrice Natura 2000, mais aussi je travaille dans une réserve naturelle nationale géologique. Et du coup, moi, c'est vrai que ces questions de sensibilisation, ça m'intéresse beaucoup, notamment pour Natura 2000, où c'est vrai que c'est super important de communiquer sur ce qu'on fait, rendre accessible la biodiversité. Et donc, c'est dans ce cadre-là que moi, je suis super intéressée par ce café génial. Donc, pour moi, après, sensibilisation, 2 mots, c'est compliqué. Je dirais peut-être vulgarisation pour rendre accessible et je sais pas comment dire, mais pour toucher le plus de personnes possible, quoi, accessibilité ou des choses comme ça, quoi. Voilà. Merci Léonie. Marie? Ah, on ne t'entend pas Marie, du coup tu as le micro coupé. Bonjour à toutes. Donc, je viens d'arriver au parc naturel Corbière-Fenouillette et je suis sur le poste patrimoine naturel. Bienvenue Marie, alors du coup. Merci. Du coup, moi, j'étais intéressée par la thématique en général, même si on a quelqu'un qui est vraiment dédié à la sensibilisation dans notre équipe, que vous connaissez peut-être, Marianne Chabert. Bon, voilà. Et moi, je suis intéressée pour travailler aussi sur cette thématique. Et là, le mot-clé qui m'a tilté, qui m'a fait m'inscrire particulièrement aujourd'hui, c'était déjà le café génial. Ça me permet de connaître un peu ce réseau-là, de partager de manière globale. Et pour aujourd'hui, c'était les inventaires ABC. Je me dis qu'on en fera peut-être et j'en ai jamais fait jusqu'à maintenant. Donc, c'était l'occasion de mettre le pied à l'étrier. Et
Sinon, sur la question de la sensibilisation, moi j'adore l'art contemporain et je trouve qu'en général, sensibiliser, ça m'intéresse quand c'est pour décloisonner et rendre accessible à des gens qui ne sont pas du tout sensibles au départ à l'environnement. Donc, ça, c'est mon grand truc, voilà. Eh ben, c'est super intéressant. Je reviendrai vers toi peut-être pour d'autres thématiques et certains événements qu'on organise en lien avec ce sujet, justement. Ok, avec plaisir. Voilà. Colline, je vois que tu viens de revenir. On ne te voit pas, on ne t'entend pas. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Bonjour. Oui, j'ai eu un problème d'Internet. Je me doute. On te laisse te présenter, du coup. Tu étais là quand j'expliquais le principe du tour de table. Oui, alors du coup, je m'appelle Colline Tripier. Là, je suis en train de finir mon Master 2 de droit de l'environnement. Et je viens là, voilà, c'est de la curiosité. C'est dans le cadre de mon stage au conseil départemental, du coup, dans la partie biodiversité. Voilà, on m'a conseillé d'écouter cette réunion. Très bien, si on conseille nos cafés géniaux, c'est super. Hein. Oui. Et conseil départemental de quel département, du coup? De la Haute-Garonne. Voilà, 31. Super. Merci, Colline. Merci. Eh ben, c'est un café exclusivement très féminin aujourd'hui. Nous allons attaquer les présentations. Émilie et Camille, je vous laisserai partager vos mots, enfin nous dire de toute façon et vous présenter lors de vos présentations. Donc Émilie, je t'invite à partager ton écran et à te présenter. Alors, c'est à toi. C'est bon, vous voyez? Alors on voit très bien, par contre c'est pas en mode diaporama encore. C'est bon là? C'est en diaporama. Parfait. Parfait. Alors je vais donner mes mots, comme ça ce sera fait. Moi ce serait émerveillé et impliqué. Pour sensibiliser. Du coup, je m'appelle Émilie Varro, je suis la directrice du CPIE Bassin de Thau. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les CPIE tous, c'est des associations, loi 1901. Donc, des CPE, il y en a à peu près 80 en France, donc ça veut dire Centre permanent d'initiative pour l'environnement. C'est assez hétérogène hein, dans les territoires. On est ancré sur un territoire d'action. Donc, moi, mon territoire, c'est le bassin de Thau et la bande littorale. On fait des actions de sensibilisation, d'implication citoyenne auprès des publics. Voilà. On appelle ça la facilitation territoriale. Et on accompagne les acteurs en territoire pour faire des projets partagés et co-construits voilà, avec nos territoires. Du coup, mon CPE, il a une petite particularité. Moi aussi, je suis sensible à l'art et à l'environnement. En tout cas, toutes les façons de pouvoir aborder notre thématique de protection de l'environnement, puisque on est aussi une association agréée protection de l'environnement, même si on n'est peut-être pas la première ligne de ce qu'on pense dans les associations de protection de l'environnement. Moi, j'estime que émerveiller, sensibiliser, impliquer, ça fait partie de la protection de l'environnement. Donc, nous, dans notre CPIE, on est en réseau, c'est-à-dire qu'on travaille avec une vingtaine de structures du territoire qui sont très hétérogènes du coup, puisqu'on va avoir des associations vraiment d'éducation environnement, des médiateurs scientifiques. Voilà, on a la LPO Occitanie par exemple, que vous devez bien connaître, mais on a aussi des associations qui sont vraiment en lien avec l'art, de l'accompagnement de spectacles vivants comme Scopie ou une compagnie de contes, une dessinatrice. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment de mêler tous les regards autour du patrimoine vivant sur le bassin de Thau et de pouvoir mutualiser des compétences différentes au service du territoire et des acteurs du territoire. Donc, on espère être un outil voilà, pour pouvoir travailler avec nos structures locales on va dire, en mutualisant l'échelle du coup. Et par exemple, je donne souvent cet exemple-là, une école, par exemple, qui va venir vers nous, elle va découvrir le bassin de Thau à travers le dessin avec la dessinatrice, elle va aller rencontrer un conchiliculteur et elle va faire une découverte avec un naturaliste. Enfin voilà, elle va pouvoir en fait ouvrir son regard de façon très variée sur l'environnement qui l'entoure. Donc, hop,
on accompagne du coup les sciences participatives depuis bien longtemps, puisqu'on a un gros programme pour lequel peut-être vous connaissez le CPE qui s'appelle Hippoto, donc qui est un programme sur l'hippocampe qu'on mène depuis des années avec tous les acteurs du territoire. Et d'ailleurs, Camille, elle en parlera aussi, puisqu'on fait du lien sur le programme herbier du syndicat mixte du bassin de Thau. Donc, c'est vrai que c'est un outil intéressant, les sciences participatives, pour vraiment permettre, je pense, aux citoyens de s'impliquer réellement et d'avoir une action sur la biodiversité qui les entoure. C'est pas toujours simple. Enfin, voilà, je ne vais pas vous vendre du rêve non plus. Hein. Je vous donnerai aussi la réalité de ce qu'on vit sur le terrain. Les ABC, donc les Atlas de la biodiversité communaux, je pense que là, vous connaissez tous, en tant que gestionnaire, cet outil-là de l'OFB. Donc, ça fait plusieurs années qu'on essayait de décrocher des atlas, c'est-à-dire qu'on accompagnait des communes qui étaient motivées pour avoir un atlas de la biodiversité communale. Donc, c'était des communes comme Montagnac principalement et Marseillan. On a essayé plusieurs. Montagnac, pour vous dire, on a essayé 4 fois quand même l'appel à projet. Donc, c'est la 4e qui a été gagnante. Donc, et bon, on les décrochait pas. C'était des ABC, des candidatures qu'on déposait. On accompagnait les communes pour déposer bien sûr cette candidature individuelle. Et puis sur l'été ding dong 2020, je crois, c'était entre les 2 confinements là. On a la commune de Montbazin qui est située sur le bassin de Thau, qui était très motivée pour porter un ABC. Et moi, c'est vrai que je les ai mis un peu en garde à ce moment-là en leur disant ça partira pas si vous partez seul, en fait. Hein. Ça fait trop de fois qu'on essaye. Je pense qu'il faut vraiment passer soit par l'intercommunalité, soit avoir une autre échelle. Donc, ils ont décidé de demander en fait aux communes voisines qui sont Poussan et Villeveyrac, sur lequel ils partagent un espace de garrigue, en fait, les collines de l'Amour. Et on a donc, on les a accompagnés pour écrire cet ABC des garrigues. Donc, le premier qu'on a décroché. Et dans la foulée, en 2021, quand est ressorti l'appel à candidature de l'OFB, on a proposé à Marseillan, donc il avait tenté aussi plusieurs fois de voir en fait avec les communes qui l'environnaient. Et ils ont donc proposé l'ABC de la Lagune à 8. Et notre petit Montagnac qui essaie désespérément de l'avoir a réussi à s'allier à Saint-Pons. Au début, il y en avait une autre de commune, Homs, mais qui s'est retirée juste une semaine avant la candidature, ce qui est dommage. Et du coup, en ce moment, on a ces 3 consortiums qui sont en route sur le territoire, ce qui fait 13 communes en fait en même temps. Donc, ça apporte son lot de positif et son lot de complexité pour avoir tous ces atlas en même temps. On a demandé en fait à Garrigue de patienter un peu le temps que les 2 autres démarrent parce qu'on pensait, et je pense toujours, que ça a un effet d'émulation collective en fait d'avoir ces 3 atlas qui se touchent et de pouvoir mutualiser aussi les moyens de ces atlas et que du coup, en termes de communication, on va reparler, on puisse vraiment irriguer la population puisque quelqu'un qui se balade, s'il se balade à Poussin ou à Bouzigues et qui change d'atlas, je dirais que presque ça peut lui importe, quoi. L'idée, c'est encore une fois, de faire remonter de la donnée, de mieux connaître la biodiversité de son territoire. Du coup, bon voilà, là je vous ai remis des petits. D'ailleurs, c'est pas la bonne carton, mais c'est pas grave. Donc là, vous avez la carte. Oui. Je me permets, je ne sais pas si c'est sur tout le monde, c'est pas très grave, mais il y a un petit carré noir en bas de ta présentation, en tout cas sur mon écran. Est-ce que ça le fait à tout le monde, Sophie? En bas à droite? En bas à droite, il y a un petit carré noir. Enfin, c'est toi. Ah, voilà. C'est la vidéo que j'ai en bas à droite. C'est vous que je vois en petit. Bon, voilà. Là, c'est pour vous redonner, si vous ne connaissez pas tous le territoire aussi de Thau, donc avec sa grande lagune, mais je pense que voilà, Camille la détaillera davantage. Moi, je ne vais pas vraiment rentrer sur les différents sites Natura 2000. J'ai enlevé ça pour le moment de ma présentation. Donc, on a les 8 communes qui bordent la lagune, donc qui sont touchées par la lagune. Hop. Ah ben voilà. Hop. Et le petit faucon, voilà, qui est au-dessus du territoire. Donc, vous voyez, en fait, en bas, vous voyez Loupian, donc Loupian-Metz, on a Montagnac qui touche vraiment l'ABC de la lagune.
Donc les objectifs des ABC, je vous les redis, même si je pense que voilà, vous les connaissez, hein, c'est d'abord l'implication et la sensibilisation de tout le monde, hein, parce que mon entrée n'est pas que citoyenne, mes questions, et puis je trouve le temps d'échange, j'aimerais que ce soit aussi autour de comment on mobilise nos élus de communes, parce que moi c'est ça que je trouve assez intéressant dans cet outil d'Atlas, c'est qu'on est vraiment sur l'échelle de la commune, même si on a travaillé en consortium, et qu'on essaye d'impliquer vraiment ces conseils. Enfin voilà, pour la plupart, nous, c'est quand même des villages de petite taille, entre 3 et 6 000 habitants. Donc c'est vrai qu'on a des élus qui ont peu ou pas de connaissances sur les enjeux de la biodiversité et qui voilà, s'y intéressent peu ou pas beaucoup. Donc le fait d'avoir un atlas sur leur commune, ça leur, je pense, procure suffisamment de liens identitaires pour avoir envie peut-être de s'y impliquer davantage. Donc, bien sûr, tous les acteurs du territoire, hein, voilà, chasseurs, agriculteurs et bien entendu tous les citoyens. L'idée, c'est de compléter, d'actualiser l'inventaire. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail de ça, hein, mais c'est comment on choisit ce qu'on observe, en fait, les taxons, principalement pour les inventaires professionnels. Puisque sur les inventaires participatifs, j'ai envie de dire qu'on fait feu de tout bois. L'idée est que les gens se sentent aussi impliqués par cette amélioration de la connaissance. L'objectif, c'est la préservation et la valorisation de leur patrimoine et d'avoir des inventaires partagés, co-construits, connus, mieux diffusés peut-être, et de les partager aussi en intercommunalité. Et que j'espère, en tout cas, à la fin, plus de personnes se sentent investies d'un pouvoir d'action sur leur environnement. Ça, je vous l'ai redit. Je vous en parlais aussi, on a plusieurs phases, dont une phase avec les scolaires. Voilà. On a mis 3 volets dans nos ABC. Ils sont tous construits de la même façon. On a un inventaire professionnel qui vient en creux ou en complémentarité ou en choix sur soit la commune, elle a des terrains qu'elle souhaite investir particulièrement ou des taxons. On a essayé de les laisser libres de nous parler au départ de ce qu'ils avaient envie. Et ensuite, on a fait un travail avec justement les gestionnaires pour mieux cibler les besoins. Et j'espère venir compléter les connaissances en fait déjà acquises sur certaines des communes. Donc là, on travaille principalement avec 3 de nos associations membres, que vous connaissez peut-être, l'ADENA, qui gère la réserve du Bagnas, la LPO Occitanie et Peau Bleue, qui est une association qui travaille plutôt sur le milieu lagunaire et marin. Donc les inventaires participatifs sur la partie grand public et puis les inventaires au niveau des scolaires, puisqu'on travaille sur la mise en place d'aires éducatives. Donc pareil, je pense à un outil de l'OFB que vous connaissez, mais qu'on lit du coup dans le cadre des ABC. C'est-à-dire que chacune des communes ABC va avoir en même temps une aire terrestre éducative ou marine ou lagunaire qui va se mettre en place. L'idée, c'est d'avoir une espèce de mouvement collectif en fait de la commune et que les choses s'imbriquent les unes dans les autres pour, on va dire, faire du bruit, aussi une habitude de parler de biodiversité dans chacune de ces communes. Alors, sur le recueil de sciences participatives, alors nous, on travaillait beaucoup sur les sciences participatives avant marine et littoral, mais c'est je dirais, le même combat partout. C'est qu'il y a beaucoup d'applications pour faire remonter de la donnée. C'est compliqué. Je vous avouerai au premier comité de pilotage, donc c'était celui de Garrigue, a été choisi e-naturaliste. C'est la communauté de communes de la CCVH, oui. Vallée-Cœur d'Hérault, en fait, qui nous a un peu poussé à aller vers cet outil-là, puisqu'ils le pratiquaient sur leur atlas. C'est un outil qui est facile, en fait, pour le grand public, hein, qui est assez facile de prise en main. C'est un peu comme si vous connaissez PlanteNet ou des choses comme ça, c'est-à-dire que vous pouvez très facilement identifier ce que vous voyez, sauf que du coup, ça couvre les plantes, les oiseaux, les papillons et le reste, c'est-à-dire qu'il y a quand même une grande couverture de taxons sur e-naturaliste et que c'est assez simple, une photo, un enregistrement de son, et l'application va vous proposer une pré-identification et c'est la communauté qui va valider l'identification. Je vous la fais courte, hein. Mais l'idée, c'est d'avoir une carte, toujours pareil, partagée sur cet outil, principalement sur vos smartphones, même si cette application, elle existe et elle est utilisable sur vos ordinateurs. En tout cas, on a fait ce choix-là.
qui est pas sans frein aussi, hein, parce que ça reste un outil numérique, hein, donc c'est pas toujours simple pour l'ensemble du public d'utiliser l'outil numérique encore aujourd'hui. Et même les gens qui l'utilisent, on verra tout à l'heure, peuvent prendre des photos sur leur smartphone, mais pas aller jusqu'au dépôt sur iNaturalist. C'est comment on accompagne en fait la remontée de la donnée. Et ça, on essaye de faire un peu feu de tout bois. Mais si vous avez d'autres idées, je suis toujours prête à les entendre. Donc, on a fait un tuto, le petit tuto que vous voyez papier là. Et puis, on a sorti la semaine dernière une vidéo. Donc, vous pourrez retrouver sur les Facebook des atlas. Bon, je vous passe les détails de ça. On a essayé aussi de développer toute une communication très identitaire et visible autour des atlas. Donc, on a créé, en fait, on avait créé le logo, donc vous voyez avec la petite chouette, la grenouille, le papillon, enfin le pan de nuit là qui est en haut là, sur la baissée des garrigues. Et du coup, on a gardé cette. Oups, j'ai enlevé mon. Vous voyez toujours mon PowerPoint? Dans le oui. PowerPoint. Vous le voyez plus. Il est parti. Ouais, il est parti, mais je ne sais pas pourquoi. Alors. Tu veux que je partage? Je l'ai pas loin. Ça devrait aller. C'est bon là, c'est revenu? Vous l'avez là? Oui, c'est bon. Super. Donc j'ai essayé en fait d'enlever le petit carré noir, mais en l'enlevant, j'ai dû cliquer sur. J'ai baissé pour que vous voyez les trois logos. Donc voilà, pareil, on a essayé de prendre des espèces, forcément pour la lagune, les monomaniaques, on a réussi à remettre un hippocampe de face. Mais voilà, d'avoir des petites espèces qu'on peut retrouver en picto et en même temps une déclinaison d'un même logo. Et ça, c'est chouette parce que les trois consortiums ont été OK pour qu'on décline une identité graphique qui est quand même très ressemblante. Et ça, c'est chouette, c'est que voilà, les 13 communes, elles ont vraiment joué collectif sur l'idée qu'on allait asseoir cette identité un peu commune. Même si, et là on jongle un peu, tous ont envie d'avoir une identité individuelle communale. Donc du coup, on redécline les outils. Par exemple, là je vous ai mis la plaquette de Montbazin, là, enfin vous avez le recto verso, qui explique iNaturalist et ce qu'est l'Atlas. Et par exemple, là, on voit bien qu'elle est déclinée, le logo est décliné ABC des garrigues Montbazin, et avec bien entendu son logo, le fait qu'il soit TEN. Enfin voilà, chaque commune en fait a eu, on va dire, un kit de communication qui lui est décliné. À droite, c'est le roll-up de Marseillan, par exemple. L'idée, c'est qu'aussi, bien sûr, chaque commune, elle puisse valoriser auprès de ses citoyens son engagement dans cet atlas et avoir voilà, une communication unique. Donc, on leur a proposé cette déclinaison-là. Après, on a beaucoup cogité sur comment on active une communauté sur les réseaux sociaux. Donc, on est parti sur Facebook et on n'a pas créé des pages Facebook. On en a créé une seule qui s'appelle Révélons notre biodiversité, qui est, on va dire, la baseline collective. Et ensuite, on a créé des groupes. Donc, en fait, Révélons, on l'a en bruit de fond, mais elle est pas très active. C'est pas le but de l'activer. Et on travaille sur l'activité des groupes. Donc, ça, c'est beaucoup de travail que je pense on n'avait pas mesuré à quel point ça demande du temps d'animer, je pense, des groupes. En plus de l'équipe technique en interne au CPE, on a pris une jeune en volontaire et en ce moment on a une stagiaire qui fait pas que ça mais presque, hein, qui travaille sur l'animation des groupes. Puisque, comme je vous l'expliquais, c'est chouette, les gens voilà, ils y vont pas mal, ils font de la remontée de photos, ils posent des questions, et du coup, ça demande une animation quotidienne, en fait, qui est quand même assez importante. Et donc, on a fait le choix de ne pas avoir un groupe par village ou ville, mais un groupe par atlas. Pareil, ça a été de longues discussions, parce que les communes auraient voulu des groupes par village, mais là, c'était quasiment plus du tout animable, quoi, par nous, en fait. Donc, on a fait des choix d'animer des groupes par consortium. Et dessus, on poste des jeux, des petits défis. Voilà. Pour moi, là, aujourd'hui, c'est nettement et clairement pas assez. Donc, c'est quelque chose sur lequel on va vraiment s'activer dans les semaines et les mois qui viennent, l'animation aussi de ces groupes. Parce que, voilà...
j'espère en tout cas que c'est quelque chose qui va créer de l'émulation et qui fait diffuser aussi les sorties, la communication générale. Et les gens sont contents aussi d'échanger entre eux. Donc ça, c'est chouette. Ensuite, on fait pas mal de sorties. Donc, l'idée, c'est qu'on en couvre minimum une quinzaine par commune sur du coup les taxons ou les sites qu'ils ont choisis sur leur ville ou village. Donc, on s'est dit, on le prend un peu comme une petite formation en fait des citoyens, c'est-à-dire que sur chacune des communes, ils auront quasiment une petite formation naturaliste sur les insectes et les pollinisateurs sauvages, sur les chauves-souris et les animaux de nuit, sur les plantes, sur les espèces exotiques envahissantes. Enfin voilà, on balaye un peu tout pour leur donner des outils. Et ce qu'on se dit aussi, c'est que comme on est en travail en consortium, c'est qu'ils s'ils ratent pollinisateurs sauvages à Poussin, ils pourront aller le faire à Marseillan, par exemple. Donc l'idée, c'est aussi ce côté, pendant plus d'1 an, petite formation collective sur tout le territoire, sur les différents taxons, et aussi les emmener jusqu'à l'utilisation de l'outil naturaliste. Donc, on n'est pas que dans de la sensibilisation découverte. Ce qu'on cherche dans ces balades, c'est à les emmener jusqu'au dépôt de la donnée et que derrière nous, ils continuent en fait à faire remonter de la donnée. Je reviendrai après sur l'ère éducative. Je vais juste zoomer sur la fête de la nature. Donc ce week-end, la semaine dernière, c'était la fête de la nature. Elle avait 2 objectifs pour nous. Elle avait un objectif d'avoir un programme collaboratif entre les 13 communes. Et c'est chaque commune qui a choisi ce qu'elle voulait en fait pour sa fête de la nature. Donc ça, c'est le côté positif. C'est qu'on a fait une inauguration où toutes les communes étaient là. Et ça, c'était chouette, où les élus peuvent échanger entre eux aussi sur leur questionnement et la complexité de cette implication sur la biodiversité. Moi, l'effet que je trouve, en tout cas, pas un peu déçu, ou en tout cas, c'est une réalité, c'est qu'on savait bien qu'en menant une action comme celle-là pendant la fête de la nature, c'est pas là où on va toucher le plus de monde parce qu'il y a énormément de programmes qui se déploient en même temps pendant la fête de la nature. Et puis qu'on fait face, moi je trouve, depuis la sortie du Covid, à moins d'inscriptions sur les balades. Là, on s'est dit qu'on allait faire un travail avec les animateurs des membres du CPE. On en a une 30aine pour cogiter aussi à d'autres moyens d'interaction avec le public. Pourtant, on en essaye bon nombre, que ce soit des stands, des événements plutôt musicaux liés à la biodiversité, etc. etc. Mais moi, j'ai pas trouvé, par rapport à d'autres fêtes de la nature, qu'on avait, j'ai trouvé plutôt un déficit, moi, de monde. On a annulé pas mal de balades. On a eu des choses très chouettes, et des vraies belles réussites, pour le coup. Il y avait la collègue je sais pas si elle t'a dit, Caris, mais il y avait une collègue de Camille à la sortie Lagune. Par exemple, on a vu un hippocampe qui arrive une fois sur 100 à peu près. Donc voilà, c'était une belle fête de la nature quand même, mais pas assez de monde à mon sens. Les aires éducatives, je pense que vous connaissez, c'est une zone de petite taille qui est donnée en gestion à des élèves de cycle 3. Donc là, on en a 5 qui ont démarré et les 13 seront en activité à partir de la rentrée. Donc ça suit son cours sur nos aires terrestres éducatives. Là, je vous ai mis quelques petits exemples de sorties. On a fait pas mal de sorties depuis février-mars. Et celles-là, par contre, elles étaient pleines. Donc, c'est pour ça qu'on se dit que c'était peut-être l'effet sur tension de la fête de la nature et sur proposition. Parce qu'on a refusé du monde. Alors, les sorties nocturnes, on refuse tout le temps du monde. C'est un peu la folie, ces sorties nocturnes. Mais même sur la Sauvage de ma rue, on a eu une 30aine de personnes. Parce qu'on s'est lié aussi à des... Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que du coup, on a fait un travail avec chacune des communes de rencontre avec l'ensemble des associations de la commune. Et ça, c'est chouette, c'est que les communes nous ont vraiment mis en lien avec toutes leurs assos de danse, de tout ce qu'ils ont sur le village, ce qui nous a permis, des fois, là c'était un sauvage où on s'est adossé à un événement porté par une des associations de la commune. L'idée, c'est qu'on ne veut plus ou pas ou peu créer nos propres événements.
Là, on l'a fait pour faire de la nature parce qu'on trouvait que c'était chouette de montrer l'émulation collective. Mais ce qu'on veut, c'est venir s'implanter dans des activités de la commune, portées par les gens de la commune, en fait. Et pas arriver, nous, les petits naturalistes, comme un cheveu sur la soupe. Donc, on veut vraiment que ce soit coporté et qu'on vienne servir, je sais pas moi, la fête du foot ou je ne sais quoi, mais que ce soit dans une dynamique portée par eux. Et ça marche bien. Là, on a vu une trentaine de personnes sur Sauvage. Donc ça, c'était l'inauguration de la fête de la nature, avec les 3 consortiums du coup qui étaient à côté les uns des autres. Et c'était chouette, c'était jeudi dernier. On était bien contents de voir la réussite et le lancement et la présence de tous les élus qui ont pris la parole en faveur de la biodiversité ensemble. Et notre agglo qui était là, puisqu'on avait la signature d'une convention avec eux. Qu'est-ce que je vous aurais pas dit? Là, ce que je vous ai déjà un peu dit sur le lien avec les associations communales. Et par exemple, pour la fête de la nature, là, l'assaut des chasseurs sur Montagnac et Saint-Pons, ils avaient vraiment envie de participer, de faire aussi un nettoyage. Donc, on a travaillé avec du coup le gestionnaire de la CC de Héros Méditerranée, Julien Azema. Et c'est lui qui a vraiment organisé ça avec la fédé de chasse. Et à la fois, du coup, je dirais, on a laissé faire un petit ramassage parce que les gens, ils avaient envie d'être là-dedans. Et derrière, nos équipes, elles étaient là pour les lier sur iNaturalist. On a fait du tuto indirect et à quoi ça sert et être à leur côté pendant le ramassage et créer du lien aussi avec les gens. Peut-être pas avec un premier abord sur allez, je vais vous apprendre la biodiversité ou je vais vous montrer des choses, mais et c'était chouette parce que forcément ils avaient plein de choses déjà dans leur téléphone, des photos par exemple, il y avait un monsieur qui avait une photo d'un reptile, ma collègue me disait qu'il a pris il y a quelques semaines et du coup elle lui a fait installer sur iNaturalist et du coup voilà, je pense que ça met le pied à l'étrier pour faire remonter aussi de la donnée, leur dire finalement cette photo que vous avez prise et que vous montrez parce que vous vous êtes bien rendu compte que vous avez vu un truc de trop génial, vous pouvez le partager en fait et permettre aux citoyens de votre commune d'en apprendre plus sur cette espèce-là. Voilà, je vous ai dit en gros, je départage. Merci beaucoup, Émilie. Timing parfait en plus, dis donc. Tac, tac. Ouais, je sais pas, j'ai pas trop regardé. C'est super intéressant. Moi, le premier truc enfin voilà, avant de laisser la parole aux participants, là, si vous avez des questions ou des remarques, c'est vrai que moi, j'en suis venue un peu. Alors, je suis pas de la sensibilisation, moi, mais avant, j'étais dans un parc, et c'est vrai que le fait de pas créer d'événements, parce que finalement, quand tu crées des événements, ça va être des gens qui sont plus ou moins déjà sensibilisés aussi, qui viennent. Tu arrives difficilement à faire venir des gens qui en ont rien à faire ou qui sont pas intéressés. Et se greffer sur des événements, des foires, la fête du cochon, enfin nous c'était ça là, dans le parc du Languedoc, ou la fête du foot, comme tu dis, etc. Et d'aller chercher des gens qui ne viendraient pas forcément à des sorties naturalistes pures et dures. Je crois que c'est vraiment ça le mode de fonctionnement vers lequel il faut aller effectivement pour sensibiliser le plus grand nombre et sensibiliser ceux qui, pas forcément qui en ont rien à faire, mais qui n'y pensent pas, dont c'est pas la priorité, parce que voilà, dans leur vie de tous les jours, ils n'ont pas forcément l'habitude ou ils n'ont pas été initiés à ça, et c'est super chouette, je trouve. Et tu dis que du coup, vous avez du monde et vous arrivez à attraper les gens comme ça, et c'est super positif, je trouve. C'est un beau message, et du coup, merci. Je n'ai pas dit, mais enfin, vous vous en doutez, c'est beaucoup, beaucoup de temps en fait. Moi, c'est plus ça qui me. C'est sûr que c'est souvent plus facile de créer son événement et de dire, voilà, qui veut vient, que tout ce travail de grande proximité avec chacune des communes. J'avoue que là, si on n'avait pas les aides qu'on a avec les jeunes en service civique, je pense qu'on n'arriverait pas à faire ce travail de proximité. Parce que souvent, la commune, elle nous fait venir 2 ou 3 fois pour qu'on arrive à avoir la totalité des assos, par exemple. Parce que vous venez une première fois, il y en a que 3 ou 4 qui viennent. Enfin, il faut se rappeler, c'est des gens bénévoles, c'est le soir. Donc ça prend un temps assez dingue. Mais je pense que ce sera payant, je l'espère, vraiment dans le temps, là aussi, pour créer du lien avec eux. Et l'animation des réseaux sociaux aussi, ça doit être très chronophage. Et vous avez quelqu'un à temps complet dessus pour que ça fonctionne, pour que ça soit dynamique, parce qu'il faut que ça bouge tous les jours pour que les gens ils aillent dessus aussi, j'imagine. On essaie de faire 3 posts par semaine, nous, qu'on projette minimum, plus répondre à tous les gens et faire du lien entre eux. Et puis, voilà, à chaque fois que vous avez quelqu'un qui met une photo, lui dire vous n'avez pas oublié de l'installer sur iNaturalist. Voilà, donc ça prend pas mal de temps.
Et du coup, moi, j'ai une petite question là-dessus. Vous voyez, à force d'animation, justement, de cette communauté, enfin, de ces groupes, vu que c'est, enfin, vous faites tout pour que ce soit dynamique, vous êtes dessus, vous voyez le nombre augmenter un peu de personnes qui sont dessus, ou ça stagne un peu, ou vous voyez une évolution? Ça fait des espèces de petits paliers, donc ça grimpe. Je pense qu'à chaque fois qu'il y a un petit événement, un petit boost et tout. Et après, là, on va faire aussi. Enfin, je suis pas très très forte en réseaux sociaux, donc voilà. Mais là, je me rends bien compte qu'à l'échelle de chaque fois que je motive, par exemple, un des élus d'une commune, de dire, bah, vous avez bien partagé auprès de vos amis, vous avez invité vos amis. Bah, voilà, ça fonctionne aussi en toile, quoi. Donc maintenant, il faut que les personnes qui s'impliquent, en fait, elles aillent chercher le maillon avec leur communauté à elles, en fait. Donc ça, c'est un travail qu'on va attaquer un peu là de fourmi pour faire monter les communautés. Oui, moi je suis comme toi, je ne suis pas beaucoup là-dessus, mais on le voit avec la nouvelle génération et autres. Nous, on a des écoles de communication ou des jeunes stagiaires qui nous le disent. Si on n'est pas sur les réseaux sociaux, voilà, c'est par là que passent beaucoup de messages aujourd'hui et où on arrive à agripper pas mal de monde, et notamment les jeunes. Et encore, on a choisi que Facebook pour le moment, hein, mais c'est vrai que voilà, mon chargé de com dit on devrait avoir un Instagram. Oh, moi, je me dis, mon Dieu, mais voilà, mais c'est. Je me sens pas de tout animer. Enfin, je me sens pas moi, c'est même pas moi, c'est mon équipe, quoi. Hein. C'est qu'après, il faut le faire bien parce que vous avez toujours des choses qui glissent sur les réseaux sociaux. La personne qui met en vente son appartement sur votre groupe révélons votre biodiversité. Non, mais voilà, ça demande une régulation, encore une fois, quotidienne, quoi. Bien sûr. Est-ce que vous avez du coup des questions, des remarques, hein, et des témoignages à faire sur le sujet? N'hésitez pas, hein, j'ai monopolisé un peu la parole, mais je trouve ça très intéressant. Moi, juste une remarque sur les réseaux sociaux. C'est vrai que nous, le parc, il passe beaucoup par les réseaux sociaux. Il a Instagram, Facebook, tout ça. Et pour les animations, ça touche beaucoup, beaucoup de gens. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup de temps à animer. Ça ne cherche que de ça, réseaux sociaux, tout ça. Mais c'est efficace. De toute façon, la communication, c'est un vaste sujet. On sait qu'il faut allier à la fois. Bon, on a une tribune hebdomadaire dans Midi Libre, on a le Facebook, on a le site internet, on a Twitter, et on sort du print. Parfois, là, on avait choisi de ne pas sortir du print pour la fête de la nature, de ne passer que par les réseaux sociaux. Mais chaque personne va être touchée de façon différente. Donc, c'est vrai que c'est une démultiplication d'actions de communication pour aller chercher le public. Tu disais une tribune hebdomadaire dans Midi Libre, du coup, pour le CPIE par rapport à toutes vos Pour le réseau, ça fait quelques années qu'on a ça. Ouais. C'est génial. Ouais, c'est super. C'est beaucoup de travail. Hebdomadaire, oui, oui, mais après, tout le monde participe, les partenaires, voilà, tout le réseau. Donc, on essaie maintenant de la cadrer bien à l'avance. Et bon, on a toujours tellement tous des super choses à dire, et tous nos partenaires et nos membres, que du coup, il y a toujours une file d'articles. Mais là, ça touche vraiment tout le monde dans le Midi Libre. C'est l'avantage. oui, je pense que voilà, pareil, je pense que ça touche encore une fois une partie des gens, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que c'est ce qu'on dit, c'est que tu es obligé d'avoir plusieurs supports de com pour atteindre un maximum les cibles, quoi. Mais personne ne veut s'exprimer ou a des questions pour Émilie, c'était tellement clair et non. Bon, de toute façon, on aura un autre temps pour les questions après. Peut-être que la présentation de Camille créera aussi d'autres discussions et d'autres idées. Donc Camille, je te laisse partager ta présentation et te présenter, et c'est à toi. Et au pire, si on n'a pas à l'échelle de alors, je partage. Et on présente celle qu'on a, c'est-à-dire si c'est MVP, on a un MVP. Si Camille, ouais. derrière toi. Oui, il y a mon collègue qui est aussi en visio, vous l'entendez? Ouais. On savait que ça allait peut-être coincer, mais on s'est dit qu'on allait quand même tenter le coup. Merci d'être là, déjà. Alors, attends, je partage, mais en fait, je trouve ma présentation. Alors, pourquoi quoi? Oui, non, j'ai un peu. Non, c'est moi. J'ai ma collègue qui a également en visio. Ah, ça y est. Une petite présentation, donc ça va peut-être. Est-ce que vous voyez quelque chose?
par moment, oui. Mais, ok, je passe en plein écran, c'est toujours bon? C'est pas encore en plein écran, mais ça va peut-être arriver. Non, ça n'arrive pas. Alors, je remets en classique. Bah, j'ai fait ça très simple. C'est beaucoup de cartes et on va essayer de discuter dessus. Donc, pas besoin de plus. Si ça vous va comme ça, on laisse ce format. Oui, on y voit bien, effectivement, mais on voit tes petites diapos sur le côté, mais c'est pas très grave. Ouais. Allez, donc moi, je suis Camille Fleguer du syndicat mixte du Bassin de Thau et je suis chargée de mission biodiversité et Natura 2000 dans cette structure depuis maintenant 3 ans. Et donc, vous avez eu avec Émilie un joli panel déjà des actions d'éducation à l'environnement qu'on peut avoir sur le territoire de Thau. C'est vraiment une structure et une force qu'on a sur le territoire, ce CPE. Et moi, ce que je voulais apporter, c'était une vision de gestionnaire aussi à cette matinée d'échange et vous montrer quelques-unes de nos actions sur ce thème de la sensibilisation, de l'information liée à des enjeux écologiques et surtout patrimoniaux en lien avec nos aires protégées. Donc, je commence rapidement par vous représenter un peu notre territoire. Parce qu'on vous parle de Thau, on vous matraque ce terme, mais en fait, nous, ça nous paraît un peu logique, pas forcément pour tout le monde. Donc ici, je vous ai remis une carte classique, on va dire, pour vous montrer où se situe notre territoire. On est entre Béziers et Montpellier, en gros. Et le syndicat mixte du Bassin de Thau, ça concerne 25 communes que vous voyez sur cette carte. C'est toujours bon pour vous? J'entends plus rien. Ouais, ok. Oui, j'avais coupé mon micro. Oui, on voit bien. Ok. Donc 25 communes. C'est un peu plus petit du fait que ce ne soit pas en plein écran, donc c'est un peu moins précis, mais. Ah, bah, je peux retenter si je retente le plein écran au cas où. En mode diaporama, Parfois, il faut mettre en mode lecture, sinon plutôt que diaporama. Ah, alors lecture. Et lecture, tu le trouves comment? Oui, on connaît tous, ça occupe une base commune. En bas, ouais, juste à côté, là, c'est lecture, c'est ça. Et là, c'est mieux? Ça marche? Ouais. Eh bien, super, on continue. Donc, le syndicat mixte du Bassin de Thau, vous voyez son périmètre. Donc, 25 communes qui entourent la lagune et qui, du coup, donc ce syndicat, il est né en 2005 à la demande de l'État suite à plusieurs crises sanitaires liées à la production de coquillages qui est présente sur la lagune de Thau. Et la demande de l'État, c'était de créer en fait une structure de gestion environnementale sur ce territoire. Donc, on est EPTB depuis 2016, donc établissement public de bassin. Et donc, en fait, l'objectif qui a été visé, ça a été de mettre en place finalement une gestion intégrée de la zone côtière sur ce territoire, avec la singularité de porter au sein d'une même structure plusieurs schémas structurants qui permettent de mêler des actions liées à l'aménagement, donc avec le SCOT, on porte le SCOT. D'ailleurs, mon collègue que vous entendez derrière, c'est Monsieur Scott. On porte aussi le SAGE, donc là, on a une entrée gestion de l'eau. Plusieurs sites Natura 2000, là, on touche aux aires protégées. Et l'idée, c'était d'arriver avec cette superposition quasi parfaite, on va dire, des périmètres, de pouvoir entremêler ces programmes entre eux et d'agir à la fois sur l'aménagement, la gestion de l'eau et de la biodiversité sur un territoire. Donc là, vous avez de repris les différentes compétences qu'on mène au sein de cette structure-là. Donc les 3 compétences un peu socles, le SCOT, le SAGE et Natura 2000. Et puis depuis quelques années, on diversifie un peu les missions avec portage du SLGRI, PAPI. Là, c'est un peu du jargon, mais c'est tout ce qui va être enjeu à l'inondation. Un programme aussi communautaire, le FEAMP DLAL, qui là va traiter plutôt de soutien à des projets économiques liés à la production de coquillages ou de pêche. On est quand même un territoire qui travaille beaucoup sur ces sujets-là. Le PAT, donc ça c'est pareil, c'est tout nouveau, ça fait 1 an qu'on se lance sur le sujet de l'alimentation sur notre territoire. Le Bluetooth Lab, c'est une plateforme d'innovation territoriale. L'idée, c'est d'arriver à trouver des synergies avec des entreprises, des startups pour travailler à l'innovation sur les sujets environnementaux. Et le réseau d'observation lagunaire, c'est l'idée d'avoir une structure qui permet d'agglomérer un peu toutes les données qu'on peut avoir sur notre territoire, parce qu'il y a beaucoup de suivi, beaucoup de structures de recherche. Il y a de la diffusion à améliorer entre toutes ces données. Donc, c'était l'idée de ce réseau.
Et donc, tous ces différents programmes portés dans le syndicat, ils sont en fin de compte un peu liés par ce qu'on appelle le contrat de gestion intégrée et de transition écologique sur notre territoire, et qui est une feuille de route en fait à 6 ans qui va dresser l'ensemble des actions qui vont être menées par tous les partenaires qui vont avoir un lien finalement avec l'environnement sur notre territoire. Donc on a des liens assez réguliers avec tous les acteurs pour établir cette feuille de route, la suivre, l'évaluer et puis continuer les actions en faveur d'une gestion environnementale sur le territoire, de contrat en contrat. Donc là, j'en viens finalement au cœur de mon sujet plutôt. Donc ici, je vous ai remis une carte en fait des aires protégées sur le territoire du syndicat. Donc vous avez la limite du syndicat mixte en violet et vous pouvez voir un tas de hachures tout autour. Là, c'est tous les périmètres, on va dire, d'aires protégées qu'il peut y avoir sur le territoire. Donc des sites Natura 2000, que ce soit sur le bassin versant, sur les lagunes, sur le littoral. Une réserve naturelle nationale, la réserve du Bagnas, qui est compris aussi dans le périmètre de l'EPTB. De nombreux sites du Conservatoire du littoral, qui est également très présent dans la gestion de nos sites, et la préservation des enjeux écologiques évidemment, et la sensibilisation et l'accueil du public également. Donc on voit qu'il y a un maillage assez important, ça révèle toute la richesse du patrimoine naturel qu'on peut avoir sur ce territoire, et qui n'est pas exclusif à la lagune. On a aussi des milieux qui sont très représentés, comme les plaines agricoles au nord, et puis les massifs de garrigues. Et puis la façade maritime aussi, qui est classée par Natura 2000. Donc, les sites qu'on gère ici au syndicat, c'est le site Natura de l'Étanto, avec un périmètre qui est quand même très lagunaire. On a quelques petits décrochés, on va dire, sur le bassin versant qui concerne des zones humides, donc avec des milieux doux. On va avoir toute une partie de milieux sableux sur la partie lido, donc le cordon de sable qui sépare l'étang à la mer. Et on a des enjeux principalement larolimicole, donc c'est des oiseaux protégés du groupe des mouettes ou des sternes qui vont être présents sur le territoire et nichés 6 mois dans l'année. Donc beaucoup d'actions qu'on porte sont liées au maintien de l'accueil sur le territoire pour ces espèces-là, diversifier les sites et être sûr que les nidifications soient productives, on va dire. Donc là, on va les retrouver surtout sur la partie, on va dire, dunaires, avec d'anciens salins qui sont présents ici vers Sète et vers Marseillan, et puis une zone de dunes sous-marines qui s'appelle les Toques aussi, sur lesquelles on travaille beaucoup. Donc des enjeux importants, on va dire, sur ces oiseaux et ce cortège de l'agrolimicole. Et puis après, on a différents types d'habitats d'intérêt communautaire qui vont être associés à des milieux salés ou à des milieux doux. Un habitat aussi sous-lagunaire qui va concerner les herbiers de zoostère, les prairies sous-marines que vont former ces herbiers de zoostère, qui sont un véritable écosystème et qui apportent de nombreux justement services à la lagune et ses activités. Et j'y reviendrai tout à l'heure parce que c'est là-dessus qu'on force beaucoup la communication depuis quelques années. Et l'autre site qu'on anime ici, donc il est un peu plus au nord. Tout à l'heure, je vous ai montré la carte de notre périmètre. Donc là, on est sur le bassin versant, avec un site qui fait 5500 hectares et qui, lui, est désigné au titre de uniquement la directive oiseaux, la directive oiseaux. Et sur ce secteur, on a des milieux qui sont essentiellement agricoles, pour la bonne moitié. Et puis après, on a d'autres secteurs, on va dire, de milieux ouverts, type garrigue, un peu de massif aussi. Donc tout un cortège d'oiseaux qui va être dédié, on va dire, au milieu ouvert méditerranéen, avec des enjeux très forts. Là, vous les avez entourés en rouge. Pygrièche à poitrine rose, feu pygrièche à poitrine rose, puisque ça fait quelques années qu'on l'observait plus malheureusement sur le site, mais elle était référencée au moment du DOCOB. Et le faucon cresserellette, qui lui justement a des dynamiques plus positives que sa consoeur. Et donc on s'attache à travailler énormément avec les communes sur cet enjeu de faucon cresserellette, qui est un oiseau assez rare sur le territoire national, qui a failli disparaître dans les années 80 et qui fait l'objet d'un PNA depuis de nombreuses années. Donc on travaille en lien avec la LPO, la DREAL et le PNA sur le faucon cresserellette, puisque c'est à Saint-Pons-de-Mauchien, donc qu'il est réapparu spontanément dans les années 2000. Et depuis, il est présent sur quasiment tous les villages sous les rives des toitures. Donc les colonies de ces oiseaux, je pense que l'effectif, c'est à peu près un tiers de l'effectif national de cet oiseau-là qui se retrouve sur notre site Natura. Donc c'est un enjeu essentiel et très fort. Et puis après, d'autres petits cortèges de passereaux ou de rapaces, je ne vous les liste pas tous. Et aussi une loutarde canepetière qui a été
plusieurs fois référencée sur le site, donc qui elle aussi fait d'un PNA. Donc en gros, un site essentiellement agricole avec de forts enjeux oiseaux, des oiseaux qui bénéficient d'une mosaïque de paysages et d'activités agricoles qui s'attachent à être vertueuses. Et c'est l'objectif principal, ça va être ça, de maintenir sur ce secteur une mosaïque de paysages qui permettent de diversifier toujours des milieux et accueillir et des sites d'alimentation et de reproduction à ce cortège d'oiseaux. Donc des enjeux très différents et des actions également très différentes de la lagune que je vous ai montré juste avant. Donc, partant de ça, on a sur le territoire évidemment une attractivité forte, que ce soit saisonnière ou même la démographie qui augmente depuis quelques années sur nos territoires littoraux. On est proche de Montpellier, donc on a aussi les effets du desserrement de cette métropole. Donc, de plus en plus de personnes qui utilisent les sites naturels, les aires protégées, qui doivent connaître justement les enjeux qui y sont présents pour pouvoir participer à leur préservation. Le CPE mène beaucoup d'actions sur ces sujets-là. Historiquement, ils ont déployé toute une batterie de moyens d'action et une acculturation, en fin de compte, sur le territoire s'est faite grâce aux actions du CPIE. Donc, on vient, nous, plutôt en renfort, en support sur des enjeux un peu plus spécifiques qui permettent justement de pouvoir augmenter le potentiel et les outils pour sensibiliser aux enjeux de biodiversité. Et plutôt que de faire des plaquettes qui présentaient nos sites Natura 2000, on s'est attaché en 2020 à essayer de trouver un moyen différent de parler de ces enjeux et de ce jargon des fois un peu compliqué pour tous les publics. Donc, on a lancé un portail numérique qui s'appelle ToNature et qui avait pour visée de présenter l'ensemble des enjeux écologiques et des milieux naturels qui étaient présents sur notre territoire pour pouvoir avoir quelque chose qui reprend un peu de manière exhaustive les enjeux qu'on peut trouver, qui dézoome un peu de notre lagune et qui présente aussi d'autres milieux qui sont très riches sur le territoire. Et là, je vais peut-être basculer sur le portail pour vous montrer à quoi il ressemble. Petit moment de flottement, j'espère que ça va marcher. C'est sûr que ça va marcher. Je le sens. Allez, on se lance. Partager ToNature. Là, moi, je vois le portail d'entrée. Est-ce que vous voyez tous la même chose? Alors non, c'est pas encore affiché. Ah, c'est bon, je crois. Ok. C'est bon. Donc, le site ToNature, on a voulu sensibiliser largement aux enjeux de biodiversité sur le territoire, donc avec tous ces milieux qui seraient représentés sur un portail unique. Et on avait travaillé sur ce sujet avec les offices du tourisme pour avoir un support qui colle, on va dire, le plus à la demande des usagers. Donc, ça a été un travail de 2 ans, mine de rien, pour récolter toute la donnée et associer les acteurs à sa mise en place. Pas de bol, il est sorti en 2020, donc en plein confinement. Depuis, on essaye de remobiliser un peu sur cet outil tous les acteurs, puisque les offices du tourisme aussi, elles aussi, ont eu un petit moment de flottement avec une fusion de chacune d'entre elles au sein de l'office du tourisme intercommunal. Donc, voilà, il y a des efforts à refaire pour reprendre contact avec la nouvelle structure et renforcer le message environnemental au sein des messages touristiques qu'ils peuvent du coup transmettre. Donc, on arrive sur ce portail et on a une carte interactive qui est accessible et qui permet de visualiser l'ensemble des milieux naturels qui sont présents sur ce territoire. Et on peut naviguer au sein de ces différents milieux pour aller découvrir des portraits d'espèces ou d'habitats. Donc, on a évidemment la lagune, les zones humides, le lit d'eau, donc la partie sableuse, les canaux, les milieux marins, les cours d'eau. On a essayé d'être vraiment exhaustif, les plaines agricoles, les massifs, et puis après des notions un peu plus, on va dire, urbaines avec les parcs et quelques forêts. Et donc, si on va, on va aller sur les massifs, allons-y. Vous cliquez sur votre habitat, votre milieu naturel. Là, vous avez une présentation de ce que c'est, ces gros ensembles d'habitats, et puis différents habitats naturels qui sont représentés, donc illustrés à chaque fois avec une photo et puis un descriptif. Vous pouvez aller sur la page si vous voulez avoir tout le détail. Voilà comment ça s'affiche quand on va jusqu'au détail. Et vous avez au sein de ce milieu de référencer. Alors, Camille, excuse-moi, je me permets, on est toujours sur la page les milieux et les espèces. Ça doit mettre un petit peu de temps peut-être à charger.
Ok, les milieux, les espèces. Moi, là, j'ai cliqué sur marque temporaire. On n'y est pas encore. Alors, je vais moins vite. Donc, ce que je voulais vous montrer, en fait, c'est la déclinaison du site où on arrive sur le gros ensemble d'habitats, garrigues et massifs, là, pour l'exemple. Et au sein de ce gros ensemble, on a détaillé quels étaient les types d'habitats naturels qui étaient présents et les espèces au sein de ces habitats. C'est ça un peu l'exercice du site. Donc, si ça ne marche pas, j'insiste pas, mais c'est pour que vous compreniez un peu comment on l'a construit. Vous voyez que ça déroule ou pas? Non, ça n'a pas déroulé, c'est resté bloqué sur les milieux et les espèces. Peut-être que tu peux fermer, rouvrir ou... Je rafraîchis, voir. Bon, alors je recommence là. Accéder à la carte des milieux. Ah, là, vous avez la carte. Milieu naturel, là, on y est. Ah, ok, d'accord. C'est qu'en fait, oui. Là, on voit ta souris qui bouge, effectivement. Alors, je reprends mon exemple de tout à l'heure, c'était les garrigues et les massifs. Vous voyez, du coup, s'affiche en surbrillance le type de gros ensemble, voilà, en fonction de là où je mets ma souris. Donc, on a quelque chose de dynamique qui permet de visualiser quels sont les gros types d'habitats et aller fouiner, on va dire, dans chacun de ces milieux pour en connaître et en savoir davantage. Donc, si je prends l'exemple des garrigues et des massifs, je clique. J'arrive sur un descriptif un peu global de ce gros ensemble de milieux sur le territoire avec une description des principaux massifs. Et quand je déroule, j'ai les habitats naturels qui sont présents sur ces gros ensembles. Et si je clique là sur l'exemple des mares temporaires, eh ben, j'arrive sur un descriptif un peu plus détaillé de ce que c'est qu'une mare temporaire et des espèces qu'on peut y retrouver. C'est toujours bon de votre côté? Vous voyez ce qui se passe sur... Oui, super. Allez, super. Et alors, je ne sais plus, il y a quelques espèces qui ont des sons qui sont disponibles aussi sur les descriptifs. Bon, pas de bol. Celle-là, on n'en a pas mis, mais on a donc en gros plus d'une centaine de portraits d'espèces qui sont présents sur ce portail. Donc, je ne vous les montrerai pas tous, mais vous avez compris un peu l'idée de naviguer sur un portail qui soit interactif, joliment illustré et décrit de manière pédagogique. Tous ces visuels, on va dire, et ces rédactionnels, on les a travaillés avec du renfort de spécialistes. Les écologistes de Leuzière nous ont aidés, je crois, Biotop sur les photos. Et ça a été financé en partie, au moins pour moitié, par Natura 2000 et après sur Régipropre. Si je reviens au tout début de la page d'accueil, pour vous montrer ce qu'on peut y retrouver aussi. Donc, on a cette carte de navigation et de découverte de nos milieux et de nos espèces. On peut aussi faire une recherche directement par espèce. Si on a vu un oiseau dans son jardin qui avait des jolies couleurs bleues, on se demande ce que c'est, on peut essayer de la trouver dans le référencement de tous les oiseaux qui sont présents sur le portail. Donc, on cherche son oiseau bleu et on le trouvera certainement. Je reviens sur l'accueil. On a proposé quelques balades et points de vue sur le territoire pour guider justement le public sur la découverte de sites. En lien avec cette rubrique-là, on a un agenda qui est directement lié à l'Office du tourisme intercommunal, justement, qui a une rubrique nature dans ces catégories de recherche. Et là, l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui retransfère idéalement sur toute l'offre de découverte nature du territoire. Après, je sais que c'est un peu des fois compliqué pour les CPE d'alimenter tous ces outils, mais petit à petit, on va y arriver. Ensuite, si on continue de dérouler, on a toute une partie un peu présentation du cœur de mon sujet, c'est d'arriver à mieux faire connaître les aires protégées, leur périmètre de protection, les acteurs qui sont associés. Donc, la carte que je vous ai montrée tout à l'heure sur la présentation, elle est disponible auprès de tous pour bien se rendre compte des différents périmètres et de la présence d'aires protégées sur les communes, par exemple, qui nous concernent. On a après un annuaire des gestionnaires, parce qu'il y a un réseau assez dense finalement de gestionnaires sur le secteur. Donc l'idée, c'était de pouvoir vraiment comprendre qui fait quoi. Donc on a référencé même des structures et des intercos qui sont voisines et qui portent des sites Natura 2000 sur lesquels le PTB est en partie, enfin à son périmètre pour partie, elles sont référencées.
Donc, on peut aller découvrir ce que sont toutes ces structures, déjà prendre conscience qu'il y en a pas mal, et savoir ce qu'elles font. Et un exemple aussi pour que vous puissiez voir, donc une description et après des contacts utiles pour savoir à qui s'adresser si on a des questions. Et ça, c'est assez demandé parce que justement, dans un peu le millefeuille, on va dire, des gestionnaires d'espaces naturels sur notre territoire, c'est très compliqué parfois de s'y retrouver pour les usagers. Donc, on a essayé de pré-mâcher un peu la formation et de la rendre disponible avec des contacts pour qu'il puisse y avoir des questionnements en direct avec les acteurs de la gestion de la nature. Et puis, on finit avec quelques bonnes pratiques quand on est promeneur ou en navigation sur le plan d'eau de l'étang ou en mer, comment arriver à préserver ces enjeux naturels au moment de ces activités. Donc, que ce soit chez soi, là, ça va parler plutôt des jardins, par exemple, en promenade sur les secteurs un peu milieu sec, sur l'eau, à la plage, à la pêche. Voilà. Comment faire pour prendre conscience des enjeux. Là, on l'a vu avant avec toute la présentation assez exhaustive des enjeux écologiques présents, mais à la fois, là, ici, on rappelle quelques petits réflexes ou le b.a.-ba du petit écolo parfait par type d'activité. Si je prends sur l'eau, je pense que c'est celui qui est le plus détaillé. Eh ben, vous avez tous les bons réflexes du bon plaisancier avec un lien sur la campagne éco-gestes qui détaille tous les bons gestes de la plaisance, les secteurs qui sont réglementés sur la lagune, les bons gestes à avoir quand on est pratiquant de sport de glisse, donc s'il y a des clubs locaux, se rapprocher d'eux, voilà, tous les petits points de vigilance à avoir au sein de son activité, et puis référence à des sites ou des actions, des missions, des projets qui sont déjà en cours, qu'on peut ici rappeler et mettre des liens directement pour avoir le cœur de l'information. Donc voilà, il est sorti en 2020 et on essaie de le faire aujourd'hui davantage connaître et de pouvoir avoir des évolutions en fin de compte qui soient dynamiques. Aujourd'hui, on l'a fait, il est sorti en 2020. Il faut qu'il reste un peu souple et accessible pour pouvoir diffuser de l'information actualisée. Donc, il va forcément évoluer, ce site-là. Aujourd'hui, il y a une demande des offices du tourisme ou des communes d'avoir du contenu en fait disponible, vérifié, sûr, prêt à partager. Donc ici, elles le retrouvent. Quand on a des animations proposées par le CPIE, que les gens veulent en savoir plus, par exemple, sur la découverte du territoire, ben, c'est aussi quelque chose qui est toujours disponible et qu'il faut aujourd'hui faire connaître. Donc, je voulais continuer avec une autre des actions phares qui sont menées sur le site Natura 2000 de Thau cette fois-ci. Donc, je vais retenter un switch. J'arrête le partage. Je repartage. Juste une petite précision, Camille, mais tu dois le savoir, je pense, hein, mais quand tu partages une vidéo, il faut faire partager le son aussi, sinon ça ne fonctionne pas. Ah, il y a un petit truc, quand tu fais partager, en fait, tu peux choisir inclure le son de l'ordinateur. Tu fais bien de me le dire parce que je ne l'aurais pas fait. Voilà, sinon on a l'image, mais on n'a pas le son. Donc là, je vous ai présenté le portail numérique. Donc, c'est un outil, qui celui-ci est numérique. On a depuis 2016 une campagne vraiment terrain à la rencontre directe des usagers de l'étang de Thau pour sensibiliser à un enjeu très fort qui est celui des prairies sous-marines. Et ça, c'est né du fait qu'il y avait pas mal d'amalgames auprès des riverains ou des gens de passage, des touristes qui étaient parfois un peu choqués des échouages de végétation qu'ils pouvaient retrouver en bord d'étang, parce qu'il y avait une mauvaise image de départ, c'est-à-dire qu'on est en Méditerranée, oui, certes, sauf que l'étang de Thau, en fait, ce n'est pas la Méditerranée. L'étang de Thau, c'est un milieu qui est vivant. Il y a de la végétation, il y a de la biodiversité. Cette végétation, c'est une richesse pour le territoire, pour ses activités. Et quand il y a des échouages, eh ben, c'est le signe justement qu'il y a une présence de végétation sous-lagunaire. Donc, beaucoup de gens s'offusquaient de ces échouages-là. Ça créait des nuisances, ça pue, ça gratte. Ils demandaient aux communes de nettoyer pour rendre les plages propres. Donc, il a fallu renforcer la communication sur cet écosystème et faire accepter, émerveiller, comme tout à l'heure disait Émilie, pour aider à la préservation et à la défense, on va dire, de ces herbiers, de ces prairies sous-marines.
Donc, on a travaillé avec le CPIE vraiment de concert pour arriver à monter un panel d'outils pédagogiques qui sont disponibles au moment des stands de sensibilisation des usagers. Donc là, on est vraiment au contact direct de l'usager lors de son moment de baignade. Le stand, il est mobile, il est présent sur toutes les communes qui ont une plage au bord d'étang. L'objectif, c'est d'arriver vraiment à avoir un contact direct avec l'usager au moment de son moment de détente, on va dire, et de lui expliquer ce que c'est que les prairies de Thau, pourquoi est-ce que c'est riche, les échouages, quels sont aussi leurs services, enfin, quels sont leurs rôles écosystémiques, et aussi arriver à dispenser quelques petites informations sur le parfait petit baigneur de l'étang de Thau, quoi. Donc, l'étang de Thau, justement, il y a des petits réflexes à avoir. Porter des chaussures d'eau comme on peut le faire en Bretagne parce qu'il y a des oursins ou parce qu'il y a des petits anémones des fois sur des secteurs qui peuvent déranger la baignade. Donc, profiter de la présence d'un animateur qui est présent donc, toutes les semaines sur chacune des communes de l'étang pour partager toutes ces informations. Donc, j'en dis pas plus et je vous montre une petite vidéo qui, justement, vous présente en quoi consiste cette campagne. Bonjour. Zut, c'est là que j'ai pas fait partager le son. Ça marchait pourtant. Ah bah c'est nickel. Je vais vous présenter la campagne de sensibilisation aux herbiers de la lagune de Thau. Ce sont des plantes aquatiques, souvent méconnues et parfois confondues avec des algues. C'est le syndicat mixte du bassin de Thau qui en est à l'initiative depuis 2016 dans le cadre de l'animation Natura 2000. Avec le CPIE, nous avons conçu des outils et mis en place des actions. Allez, direction les plages de Ballaruc-les-Bains. Mais oui, non, je ne suis pas sûr de. Je suis pas sûr que ces herbiers, c'est des niches. Un peu saccadé par contre. À l'intérieur, parce que comme ça, c'est caché, c'est protégé. C'est quel côté? Pardon? Si c'est un tout petit peu saccadé, peut-être tu peux mettre pause, attendre un tout petit peu et remettre parce que ça, c'est pas en, comment dire, en cohérence avec le son. Je vais diminuer la qualité peut-être déjà, voir si c'est pas mieux. C'est à votre avis? Eh ouais, la bouche est dessous. Ben, voilà, c'est ça. Moi, là, du coup, on fait là, on dans le tableau. Allez, nous quittons les plages de Ballaruc-les-Bains pour découvrir la jolie plage de Bouzy. Par contre, du coup, moi, je propose qu'on y présente deux diagrammes pour que justement les participants puissent lâcher sur ces diagrammes-là. C'est pas une deux diagrammes sur les trois sessions. Il va y avoir un par session. Selon le nombre qu'on est, et on les fait réagir directement sur le diagramme. Oh, un hippocampe! Je le mets dedans pour que les gens le voient. Je suis ravi de voir qu'il y ait des animations comme ça sur les petites plages comme ça. Ça aide à découvrir l'état parce qu'on croit le connaître, en fait, on ne le connaît pas. Hein. Donc, surtout pour les enfants, c'est quelque chose de pédagogique. Savoir comment tout ça fonctionne et cohabiter avec, c'est intéressant. Allez, on quitte les plages et leurs stands et direction le centre nautique des Glénans marseillans. Est-ce qu'on est... Voilà. Est-ce qu'ils sont vaccinés mais c'est surtout en fait La différence entre plante et une algue, c'est que les algues n'ont pas de racines. L'herbier aussi est protégé. On n'arrache rien, on a qu'à les protéger. C'est le deuxième plus grand outillage au monde. Et là, vous avez des pattes natatoires. Ce qui est sympa, c'est qu'on a eu pas mal d'explications. Et on a aussi pu pêcher nous-mêmes. Et là, avoir un cours un peu en live, quand on voit les animaux et tout, j'ai trouvé parce que du coup, on comprend mieux. Et dans la voile, c'est super intéressant de savoir qu'il y a Soul nous a sensibilisé aussi au fait qu'il faut protéger certains coquillages et que c'est important du coup de ne pas faire n'importe quoi avec les fonds marins. Je trouve ça super. N'hésitez pas à vous rapprocher du syndicat mixte du bassin de Thau pour poursuivre et étendre la sensibilisation de tous les usagers de la lagune qui abrite l'un des plus grands herbiers d'Europe.
une richesse pour son écosystème et ses activités qu'il appartient à tous de préserver. Connaître leur valeur consommée, ça va être intéressant. Là, c'est définir des temps passés, les 10 dernières années. Et voilà, vous avez réussi à tout suivre? Ça marchait mieux? C'était un peu saccadé, pour être honnête, on entend beaucoup ton collègue derrière aussi, du coup ça fait un petit mix, donc je vais, c'est pas grave, ça donne une idée quand même, hein, et je mets le lien dans le chat pour, si vous souhaitez la regarder, du coup, faire un copier-coller, la regarder ultérieurement, ça donne déjà bien une idée, après moi je l'avais déjà regardé. Le mix était un peu compliqué, là, on entend ton collègue derrière. Ouais, il a une plus grosse voix que moi en plus, il gagne. Il parle beaucoup trop. Je lui dis de voilà. Bon, bah, du coup, je vous invite à regarder de manière un peu plus calme cette vidéo de présentation, mais l'objectif, donc, c'était vraiment de renforcer la communication sensibilisée sur cet écosystème qui était les herbiers. Donc, depuis 2016, on y consacre presque un tiers du budget de Natura 2000 chaque année. C'est quand même un gros effort qu'on mène à travers ce programme pour renforcer cette sensibilisation. Et on a, avec le CPE, du coup, travaillé beaucoup sur des outils PEDA, sur des manières d'aller à la rencontre des usagers, essayer de toucher un panel assez large d'usagers, donc que ce soit le baigneur au moment de sa présence avec des stands sur les plages, que ce soit les acteurs nautiques, parce qu'on a quand même un plan d'eau qui est assez fréquenté, donc travailler aussi avec les centres nautiques pour diffuser aussi de l'information. Que ce soit au niveau des stagiaires et ou des équipes encadrantes, les offices du tourisme aussi. Enfin, on essaye d'être d'être le plus large possible sur les cibles que peut toucher cette campagne avec tous les outils qui sont aujourd'hui déployés pour faire connaître le plus possible l'enjeu et qu'on arrive ensemble à mieux l'intégrer. Et on voit tout l'impact de cette campagne hein, depuis 2016. Quand on parle maintenant herbier sur les tantôt, c'est quelque chose qui fait un tilt dans la tête des gens, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Donc, on peut quand même mesurer, en tout cas ressentir l'efficacité et l'évaluation, on va dire, des actions qui sont menées à travers cette campagne depuis quelques années. Donc voilà, c'était une illustration de ce qui pourrait être fait à l'échelle d'un site Natura 2000 et puis d'un enjeu un peu spécifique lié à la gestion de nos sites, avec une méthode qui est celle de la rencontre directe et de la sensibilisation à travers différents outils pédagogiques qui permettent de toucher les différents services écosystémiques d'un habitat. Je vous laisse poser vos questions si je ne vous ai pas trop assommé. Non, merci beaucoup Camille, c'était super. Après, j'imagine que ça demande quand même beaucoup de temps d'agent aussi et de financement parce que du coup, pour être présent sur le terrain, il faut avoir des moyens humains importants aussi et c'est souvent la problématique et le nerf de la guerre. Je ne sais pas, vous, c'est financé dans le cadre de Natura 2000 ? Ouais, voilà. Toute la campagne, en fait, on s'appuie sur le CPE et son réseau d'animateurs et c'est là qu'on a la chance d'avoir ce réseau, c'est qu'il y a toute une force de frappe qui est mobilisable et c'est des gens qui sont sur le terrain tout l'été. Donc, on sous-traite, c'est une prestation qu'on a au CPE et qu'on relance chaque année pour avoir cette présence. Et nous, après, au syndicat, on essaie de renforcer la communication sur la présence des stands, des articles dans la presse pour informer de la campagne et puis maintenir du lien avec les communes sur la relance chaque année de cette campagne sur leur plage. Donc, évidemment, ça prend du temps parce que tout ce temps-là, on va dire, communication, sensibilisation, c'est qu'une partie de nos missions. Il y a tout le reste aussi à suivre. Donc, en tout cas, sur le territoire de Thau, c'est quelque chose sur lequel on a choisi de renforcer notre présence et nos actions. Donc, c'est un choix lié aussi aux enjeux de notre territoire. La communication, elle est nécessaire sur un territoire aussi attractif que celui de Thau, avec des enjeux écologiques qui sont quand même très présents. Donc, on est obligé de passer par là et d'y mettre les moyens. Ouais. Oui, ça me fait penser rapidement, du coup, c'est vrai, à une RNR qu'on a sur Toulouse, hein, Confluence-Garonne-Ariège, et qui est vraiment très à proximité vraiment de Toulouse, et qui, du coup, d'autant plus avec le confinement, a vu sa fréquentation vraiment augmenter. Donc, en plus, avec cette population de la ville qui va sur la réserve. Et donc, ils ont aussi un très gros programme. Alors, c'est différent parce qu'ils font appel à beaucoup de services civiques l'été, etc. Mais pour avoir vraiment une présence sur place très importante, parce qu'ils sont obligés d'en passer par là pour éviter pas mal de désagréments, quoi. On voit que la proximité, effectivement, quand c'est pas perdu dans la nature, il y a des enjeux qui sont différents.
N'hésitez pas à rallumer vos caméras. Je ne sais pas si elles sont éteintes. En tout cas, moi, je ne vous vois plus. Et à poser vos questions à Camille et à réagir sur le sujet. Je ne vois plus personne. Est-ce que c'est que moi? Ah voilà, là, je revois du monde. C'est quand même plus sympa que des initiales dans des petits ronds. Bon, ben, Camille, j'ai l'impression que tu as été très claire. Alors, est-ce que ça vous inspire? Est-ce que la démarche vous paraît intéressante et reproductible? J'imagine que ça demande beaucoup de temps aussi de développement, un site internet de ce type. C'est une prestation aussi? Alors, Tonature, ça a été en partie de la prestation et de la régie. Toute la rédaction des portraits d'espèces ou la mise en place des photos, là, ça, c'est de la prestation. Après, effectivement, toute la création du site, l'alimentation des rubriques, ça a été fait en régie. Évidemment, ça a pris beaucoup de temps. Ouais. On a une chargée de com dans l'équipe qui s'est beaucoup investie sur ce projet-là, mais ça a été évidemment très, très chronophage. D'où l'intérêt aujourd'hui de le faire vivre et de le faire connaître, qu'on n'ait pas fait ça pour rien. Bien sûr. On pourra peut-être mettre le lien dans les outils de communication. Sophie, je ne sais pas ce que tu en penses sur le site Osmose. Alors, je ne sais pas si vous l'utilisez tous. J'en profite juste pour faire une petite aparté parce que je crois que sur ce site-là, qui est donc le site du réseau des gestionnaires sur lequel on met plein de ressources, on essaye de créer un espace de discussion. Nous aussi, Camille, on essaie de faire vivre notre site Osmose du réseau des gestionnaires et c'est pas facile. Je pensais que ça envoyait des notifications régulièrement à l'ensemble des membres du réseau pour dire un petit peu les actualités, mais j'ai l'impression que ce n'est pas le cas du tout et qu'il faut aller dessus régulièrement pour se rendre compte de ce qui, des nouveautés, etc. Donc, je vous invite à utiliser ce site ou à vous inscrire si ce n'est pas le cas en nous envoyant un petit mail à Sophie ou moi. Et donc, je disais, Sophie, peut-être que dans les outils de com, où du coup, on peut faire une petite alerte et un petit sujet pour faire connaître ce site et éventuellement voilà, faire connaître le site auprès du réseau. Sachant que j'imagine que l'intérêt, c'est de le faire connaître auprès du grand public. Et ça peut donner des idées à d'autres aussi. Et c'est intéressant de le faire connaître malgré tout. La singularité, un peu, c'est qu'on est sorti du schéma classique d'un site sur Internet sur le site Natura 2000, qui évidemment est très utile aussi parce qu'on y retrouve tous les enjeux propres au site. Et là, on a voulu faire quelque chose d'un peu plus large, avec même parfois des portraits d'espèces un peu ordinaires. On est sorti des périmètres purs et durs des aires protégées pour ouvrir à l'ensemble du territoire et parler de grands ensembles et plus de périmètres de sites protégés. Donc, on a essayé de rendre l'information vraiment simplifiée et pédagogique pour que ce ne soit pas quelque chose d'effrayant pour le public quand il arrive sur le portail. Vraiment travailler sur l'image, sur une visualisation simplifiée de quelque chose qui n'est pas forcément simple quand même, qui est la gestion d'espaces naturels. Oui, effectivement, Julie, pas de souci. Mais de toute façon, généralement, on met les liens vers les cafés géniaux sur la plateforme Osmose. Et du coup, si on veut mettre en avant ces contenus-là, effectivement, on peut faire soit un petit sujet ou un petit article de blog ou quoi. On pourra voir pour faire ça. Ouais. Super. Effectivement, Camille, je trouve que c'est intéressant le fait d'élargir et de ne pas spécifier à Natura 2000 parce que je pense qu'aujourd'hui encore, Natura 2000, la majorité du grand public ne sait même pas ce que c'est en fait, donc ne vont pas forcément avoir tendance à aller consulter un site sur un site Natura 2000, alors que là, effectivement, le fait que ce soit globalisé sur le territoire, pas globalisé, mais plus centré sur les espèces, les milieux, etc. Et ensuite, tu trouves l'information sur le périmètre, donc ça va amener les gens à connaître un peu plus. Je trouve que c'est effectivement très pertinent. Et le fait que vous l'ayez structuré de cette façon-là, ça n'a pas posé de souci par rapport au financement Natura 2000, justement parce que oui, de toute façon, il y a toujours le petit logo et vous l'avez vendu en tant que site sur un site Natura 2000, malgré tout, j'imagine. Oui, ça a parfois bloqué avec la DDT quand on a eu des versions de travail à faire relire. Donc, c'est pour ça qu'on a toujours ce bandeau logo un peu pour que ça matraque l'information Natura 2000. Et puis, quand on a des espèces qui sont d'intérêt communautaire ou des habitats, on le spécifie aussi d'un bandeau descriptif pour vraiment rappeler à la DDT ou aux organismes de contrôle, on va dire, qui a un lien fort avec Natura. Et que, en fin de compte, le site, il a été un peu plus flouté sur
sur cette entrée Natura pure et dure, mais c'est quand même très, très présent et ça mérite que ce soit en partie financé par Natura. Je rappelle que le reste a été pris en régie propre. Ouais. Comme on est sur un entre-deux, on peut se permettre de flouter en disant bon, c'est pas du 100% financement Natura, donc on a pris quelques petites latitudes, quoi. Ouais. Et c'est fou, hein, comme pour Natura 2000, ça doit vraiment rentrer dans des cases, hein, pour le financement. Ça reste un souci. Alors peut-être que ouais, il y a des choses à faire évoluer, mais c'est long. Est-ce que vous avez encore une remarque ou une question, des précisions à demander à Camille ou à Émilie, s'il y a des questions qui sont venues en cours de route, vous avez le droit. C'est pas sectorisé ici. On est plus libre. Non, ça a l'air d'être très clair. Sophie, je te laisserai mettre la dernière, du coup, la petite diapo. Moi, on va vous annoncer les prochains cafés géniaux. Donc, voilà, on vous remercie de votre participation, hein, ça me fait mon petit mémo. Vous retrouverez tous les supports de présentation. Enfin, on va vous les envoyer de toute façon, les supports de présentation avec l'ensemble des personnes en copie des gestionnaires qui étaient présents aujourd'hui. Si vous voulez vous recontacter, poser des questions par la suite, s'il y a des questions qui vous viennent, mais a posteriori. Donc, on vous enverra tout ça par mail, mais vous le retrouverez aussi sur notre site ARB, donc le replay d'ici quelques jours avec les présentations qui ont été faites. Le mois prochain, on se retrouve du coup le 23 juin autour d'un sujet un petit peu mixé sur rupture de corridor, écrasement routier, amélioration de la connaissance et moyens de lutte, avec Maxime Bello de Néo, qui nous fera une présentation sur tout un programme en lien avec la recolonisation de la Montagne Noire par le chat forestier. Je vous invite à venir, c'est un super programme. Et Stéphanie Plaga-Lemanski de la LPO sur des mesures alternatives pour réduire la mortalité routière. Il devait y avoir Anaïs à Hélène aussi, mais elle ne pourra malheureusement pas, du Parc des Cosses du Quercy, elle ne pourra finalement, sauf contre ordre de dernier moment, être présente. On fera une pause en juillet et août et on se retrouvera en septembre autour d'un sujet autour de l'agroécologie, mais comme vous le voyez, tout est encore à construire. Et en octobre, on se retrouvera autour du sujet de l'érosion des sols. Ce sera aussi le mois où se déroulera le salon Ad Natura, le salon national des professionnels de l'écologie, où se dérouleront en même temps les assises régionales de la biodiversité et le forum de l'ARB auquel vous serez invité, bien évidemment. Et donc ça, j'en profite pour vous caser les dates. C'est le 26, 27, 28. Non, c'est une erreur. C'est 27, 28, 29, je crois. Mais vous recevrez l'invitation de toute façon et les informations à ce sujet. Voilà. Donc, merci à tous. Merci encore plus à Camille et Émilie de s'être rendues disponibles et pour vos super présentations. Et je vous souhaite du coup une excellente journée et surtout un excellent long week-end. Il est 10h30, je crois qu'on n'a jamais eu un timing aussi parfait. Voilà, au bout d'un an et demi, on se perfectionne. On arrive à être à peu près à l'heure. Mais ça, c'était aussi sur la qualité des interventions qui était super timée. C'est la Teamto, ça. Ah ouais, c'est ça, la Teamto. Merci à tous, à toutes plutôt, je dirais. Merci à tous. Et à bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir.